De petits cheveux ondulés, châtain clair, doux comme une plume, avec de beaux yeux marrons. Et puis quelqu'un a dit hola, et je ne pouvais même pas me retourner, et c'était juste. Je ne me souviens de rien. Je me suis relevée du sol et je n'ai pas vu mon enfant. Quelqu'un me l'a pris. Bienvenue ou bon retour et merci d'être là. Je suis Cassie et voici A Wicked World. L'histoire que j'ai à vous raconter aujourd'hui est très récente et toujours en cours, à propos d'un petit garçon de 7 mois dont la mère a déclaré avoir été attaqué et que son fils avait été enlevé en plein milieu d'un parking. Mais il semble que ce ne soit qu'une histoire inventée par elle et le père du petit garçon. Voici l'histoire d'Emmanuel Harrow. Emmanuel Harrow est né le 21 décembre 2024 de sa mère, Rebecca Harrow, et de son père, Jake Harrow. Il avait aussi plusieurs frères et sœurs aînés. Les deux parents d'Emmanuel avaient déjà été mariés auparavant. Son père, Jake, avait eu 2 ex-femmes et 3 enfants issus de ces relations. Et la mère d'Emmanuel, Rebecca, a 2 enfants désormais adultes avec son ex-mari. Mais il avait récupéré les droits de garde sur eux une fois qu'ils ont divorcé. Cet ex a déclaré qu'il n'avait aucune idée que Rebecca s'était remariée et avait eu 2 autres enfants, ce qui signifie qu'elle ne parle probablement ni à lui ni à ses 2 enfants adultes non plus. Puis, lorsque Rebecca et Jake se sont mis en couple, ils ont eu une fille qui a 2 ans et Emmanuel qui a 7 mois. Le soir du 14 août 2025 vers 19h45. La police a répondu à un appel d'urgence au niveau du numéro 3400 de Yucaipa Boulevard à Yucaipa, en Californie. Lorsqu'ils sont arrivés sur le parking du magasin d'articles de sport Big Five, ils ont été accueillis par la mère d'Emmanuel, Rebecca, qui leur a indiqué qu'elle avait été agressée et que son fils en bas âge avait été enlevé par un inconnu. Rebecca a expliqué qu'elle était au parc pour l'entraînement de football d'un frère ou sœur d'Emmanuel, puis qu'elle est partie avec le bébé de 7 mois acheter un protège-dents à son enfant. Mais une fois arrivée au magasin Big Five, elle s'est rendue compte qu'Emmanuel avait besoin d'être changé. Elle l'a donc sorti de son siège auto, l'a allongé à l'arrière de son SUV, puis est allée chercher une couche. Soudain, elle a entendu quelqu'un dire « Hola », puis elle a vu du blanc. Rebecca avait été frappée par derrière et assommée. Après cela, elle ne se souvenait plus de rien. Lorsqu'elle a repris connaissance environ 10 minutes plus tard, son œil l'a lancé et Emmanuel avait disparu. Je suis venue ici et je me suis garée juste là, sur le bord. En arrivant, j'ai senti que le bébé était allé aux toilettes. Alors j'ai dit « D'accord papa, ne t'inquiète pas, on va te changer ». J'allais prendre la couche et quelqu'un a dit « Hola » et depuis, je n'ai rien vu. Je me suis réveillée juste ici, par terre. Et je n'ai pas vu Emmanuel. Elle a cherché son fils frénétiquement. Ne le trouvant pas, elle s'est précipitée chez Big Five pour demander aux employés s'ils avaient vu un bébé. N'ayant rien vu, elle a appelé la police. Presque aussitôt que les autorités sont arrivées sur les lieux, la recherche du petit Emmanuel, âgé de 7 mois, a commencé. Et ils ont même fait venir des chiens pisteurs K9. En même temps, une alerte a été lancée au public, indiquant que le petit garçon pesait environ 9,5 kg, mesurait 61 cm et avait les cheveux et les yeux bruns. Il a aussi été précisé qu'il louchait et portait une grenouillère noire Nike lorsqu'il a été vu pour la dernière fois. Cependant, aucune alerte Amber n'a été émise, car il n'y avait aucune description du ravisseur potentiel ni du véhicule qu'il pourrait conduire. Rebecca et Jake ont donné plusieurs interviews à la télévision. Bien qu'ils aient tenté de paraître comme des parents accablés suppliants pour le retour de leur fils, cela a vite suscité des soupçons à leur encontre. Le père d'Emmanuel, Jake, ne semblait pas vraiment bouleversé, mais plutôt essayer de feindre ses émotions. Et aucun des parents n'a versé de larmes. Jake a également fait ce commentaire étrange, c'était un bébé en bonne santé. Il rampait, il donnait des coups de pied et il jouait avec ses jouets. Mais qu'est-ce que tout cela change si votre fils a simplement été enlevé au hasard ?
Rebecca mentionne également qu'il était un garçon heureux lors de son interview, ce qui soulève le fait que les parents utilisaient aussi le passé en parlant de leur fils. Une autre chose qui peut sembler mineure et peut-être que j'y réfléchis trop, mais qui paraît quand même un peu étrange, c'est le flyer de disparition que Jake tient. Il est écrit « Enfant disparu », ce qui semble plutôt déconnecté. On pourrait penser qu'ils auraient écrit « Enfant disparu » ou puisqu'ils n'avaient que 7 mois, peut-être « Bébé disparu ». Ensuite, il y a le fait que le cocard de Rebecca, qu'elle a dit à la police avoir eu le jour où elle a été attaquée et où Emmanuel a été enlevé, n'a pas l'air très récent. En fait, cela ressemble plutôt à une blessure plus ancienne, car si quelqu'un l'avait attaquée assez violemment pour la rendre inconsciente, elle aurait eu beaucoup plus de gonflement. Et si elle a été attaquée par derrière et n'a jamais vu à quoi ressemblait cette personne, alors comment se fait-il qu'il l'ait frappée directement à l'œil ? Rebecca et Jake allaient être de nouveau interrogés par les autorités. Et pendant l'entretien avec Rebecca, les agents allaient la confronter à certaines incohérences dans son récit. Elle a ensuite refusé de poursuivre l'entretien, et la police a déclaré plus tard qu'elle ne pouvait pas exclure l'hypothèse d'un acte criminel dans la disparition d'Emmanuel. À peu près à la même période, un groupe indépendant dédié à la recherche d'enfants disparus a retiré la récompense qu'il offrait pour toute information menant au retour sain et sauf d'Emmanuel. Ils ont déclaré qu'en leur âme et conscience, ils ne pouvaient pas mobiliser leur équipe et leurs ressources alors qu'il manquait quelque chose dans cette histoire. Selon les employés du Waterman Discount Mall, ils disposent d'images de vidéosurveillance montrant Rebecca en train de faire des achats là-bas le 3 août plus d'une semaine avant l'enlèvement présumé, et elle avait déjà l'œil au beurre noir à ce moment-là. Assez commodément aussi pour les parents, il n'y avait aucune vidéo de surveillance du parking où Emmanuel aurait été enlevé. Des caméras étaient présentes dans d'autres commerces voisins et la police aurait saisi la plupart des enregistrements. Selon un commerce local, la bijouterie Marlène, leurs caméras avaient une vue dégagée sur l'endroit où Rebecca s'est carrée. Et ils ont déclaré que leurs enregistrements montrent que personne ne s'est approché d'elle. De plus, des employés du Big Five ont publié en ligne et affirmé que Rebecca était entrée dans le magasin ce jour-là avant l'agression. Et elle avait déjà un œil au beurre noir à ce moment-là. Une personne a raconté qu'une responsable avait vérifié sa vigilance sur la violence domestique en lui demandant si elle allait bien. Elle a répondu en plaisantant qu'elle s'était cognée contre un mur et a ri. De plus, elle n'avait pas de bébé avec elle. Même si cette affirmation n'a pas été vérifiée par la police, au moins 2 autres personnes l'ont confirmé. Selon les employés, la police leur a demandé de ne pas en parler, mais ils estiment que le public a le droit de savoir. Il a également été rapporté que Jake et Rebecca étaient allés dans le Big Five juste un jour avant l'enlèvement d'Emmanuel. Ils ont inventé que leur voiture avait été cambriolée sur le parking et ont demandé à la caissière s'il existait des images de vidéosurveillance. On leur a bien sûr répondu qu'il n'y avait pas de caméra. Mais n'ont-ils pas pensé que cette information ressortirait plus tard ? Il y a aussi le fait que plusieurs personnes ont déclaré ne pas avoir vu le petit garçon au match de football de son frère avant qu'il n'aille au Big Five avec sa mère. Emmanuel n'a pas non plus été vu aux funérailles du neveu de Rebecca, qui ont eu lieu environ une semaine plus tôt, le 5 août. Quand la famille a demandé où il était, elle a répondu qu'elle ne l'avait pas amené car il n'était pas vacciné. Comme si tout cela ne semblait pas déjà assez grave, le père d'Emmanuel, Jake, a lui aussi un casier judiciaire. Un très lourd casier judiciaire. Et il était en probation au moment où son fils a disparu. En 2018, Jake a été arrêté à Emmett en Californie pour des accusations de cruauté volontaire envers un enfant, et il a été reconnu coupable de ces accusations en juin 2023. Il a ensuite été condamné à 180 jours de prison et à 48 mois de probation. L'une de ses filles, issue de son second mariage avec Vanessa Avina, n'avait que 10 semaines lorsqu'elle a été transportée d'urgence à l'hôpital avec des blessures très graves. Elle avait une côte fracturée. Elle avait 6 fractures en cours de guérison aux côtes, une fracture du crâne, une hémorragie cérébrale, un cou enflé et un os de la jambe fracturé qui était également en train de guérir. Il y avait donc eu des mauvais traitements répétés sur cette petite fille qui, comme je l'ai dit, n'avait que 10 semaines. Selon la mère de la petite fille, Vanessa, le 12 octobre, elle était allée chercher Jacob à son travail, l'avait déposé à la maison, puis était partie chercher son autre fille. Environ 1 heure plus tard,
Elle a tenté d'allaiter le bébé, mais comme elle refusait, Vanessa l'a emmené à l'hôpital. Jake avait une version différente. Il a dit que Vanessa l'avait déposé à la maison et il s'est rendu compte que le bébé semblait plutôt chaud, alors il a pris sa température. Comme elle avait entre 37 et 38 degrés de fièvre, il a décidé de lui donner un bain. Mais pendant ce bain, il a admis avoir laissé tomber la petite fille sur le comptoir de la salle de bain, poitrine en avant. Il a insisté sur le fait qu'il n'avait vu aucune blessure à ce moment-là. Cependant, plus tard dans la nuit, Vanessa a réveillé Jake et lui a demandé de toucher le dos du bébé. À ce moment-là, il a entendu des craquements. Pendant que Jake et Vanessa étaient à l'hôpital avec leur petite fille, la sœur de Jake a regardé sur son iPad et a découvert qu'une recherche avait été faite sur la façon de nourrir un bébé avec des côtes cassées. Jake a toutefois affirmé ne pas être l'auteur de cette recherche. La petite fille a à peine survécu, mais elle a survécu. Elle a ensuite été adoptée par l'une des cousines de sa mère. Et à ce jour, à cause de la blessure qu'elle a subie, elle a encore besoin d'un tube pour respirer. Elle est aveugle, ne peut ni marcher ni parler, et il ne lui reste qu'environ 3% de ses fonctions cérébrales. La cousine qui a adopté cette petite fille a également adopté le fils de Jake, issu de son mariage avec Vanessa. Et la cousine a dit que le petit garçon était né avec le syndrome d'alcoolisation fœtale. Alors, comment se fait-il que Jake ait pu continuer à avoir d'autres enfants sans que les services de protection de l'enfance interviennent immédiatement et fassent quelque chose à ce sujet? La violence est aussi quelque chose de répandu du côté de la famille de Rebecca, car son frère James purge actuellement une peine pour une condamnation de meurtre au premier degré. En 2017, il a tué sa petite amie, Jaylen Amanda Keith. James l'a assommée avant de la placer dans la baignoire et de lui tirer une balle dans la tête, se cachant derrière le rideau de douche pour éviter les éclaboussures de sang. Quand il a appelé les services d'urgence, il leur a dit que Jaylen s'était fait ça elle-même pendant qu'il dormait. Il avait été réveillé par un bruit étrange, comme un claquement, qu'il avait d'abord pris pour la climatisation. Il lui a ensuite fallu environ 10 à 20 minutes pour trouver Jaylen. Le problème, c'est que l'appartement du couple ne faisait que 40 mètres carrés et la salle de bain où il avait trouvé sa petite amie décédée était clairement visible depuis le lit où James disait s'être trouvé. Donc, il ne pouvait pas lui avoir fallu 10 à 20 minutes pour la trouver. Elle avait aussi envoyé un message à sa famille la veille, disant que son petit ami passionné d'armes avait complètement pété les plombs et s'en prenait à elle. James a finalement été condamné à 50 ans de prison à perpétuité. Une autre chose qui rend les parents d'Emmanuel très suspects dans cette affaire, ce sont les photos du petit garçon. Il y a très peu de photos récentes d'Emmanuel. Et sur celles que nous avons vues, quelque chose ne semble pas normal chez ce bébé de 7 mois. Alors que sa famille insiste sur le fait qu'il a simplement un strabisme, regardez ces photos de lui nouveau-né. Non seulement elles sont prises de face, mais Emmanuel ressemble à un bébé normal, heureux et en bonne santé. Mais en grandissant, il commence à paraître plutôt sans vie et malheureux. Cela a amené beaucoup de gens à penser que le bébé de 7 mois avait déjà été secoué par le passé et qu'il avait très probablement déjà subi une forme de lésion cérébrale au moment de sa disparition. Vous pouvez aussi voir sur cette photo où Emmanuel est allongé avec sa mère Rebecca qu'il a l'air très raide. Son tonus musculaire ne semble pas normal. Et l'hypertonie est une condition caractérisée par une augmentation du tonus musculaire, ce qui entraîne une raideur et des mouvements limités. C'est aussi un symptôme possible du syndrome du bébé secoué. Sur une autre photo, vous pouvez voir ce qui semble être des ecchymoses près de l'œil d'Emmanuel et sur sa poitrine. Est-ce qu'Emmanuel avait été secoué des semaines, voire même des mois avant sa disparition? Et sa santé se détériorait, mais ses parents ont refusé de lui apporter des soins médicaux parce qu'ils voulaient protéger Jake. Malgré toute cette attention du public, la famille de Jake l'a défendu. Sa sœur a fait une vidéo qu'elle a publiée sur les réseaux sociaux et elle dit que les parents d'Emmanuel l'aimaient et que c'était un petit garçon heureux et en bonne santé qui avait juste un œil paresseux. La grand-mère d'Emmanuel a également déclaré qu'elle croit que le couple est innocent et que les enquêteurs ont demandé à Rebecca de passer un test au détecteur de mensonges, mais que Jake a refusé d'en passer un avant d'avoir un avocat. Ils ne vont pas faire de mal à leur bébé. Ce couple-là était simplement casanier. Elle dit que les enquêteurs ont interrogé le couple 2 fois. Elle n'en peut plus. Vous savez, elle est sans son bébé depuis hier après-midi.
Si vous avez mon petit-fils, s'il vous plaît, rendez-le à sa mère. Elle devient folle. Je vous en supplie, ayez pitié d'elle. La grand-mère a également admis qu'Emmanuel n'avait reçu aucun vaccin, ce que sa mère, Rebecca, avait aussi dit aux proches lors des funérailles. Même si cela pourrait simplement être un choix parental, je pense qu'il est probable que le bébé de 7 mois n'ait pas été vacciné parce qu'il ne voulait pas l'emmener chez le médecin, de peur qu'on découvre qu'il avait déjà été blessé. La famille d'Emmanuel a déclaré publiquement que la dernière fois qu'ils l'ont vu remonte à environ 1 mois. Le 18 août, la police a publié un communiqué pour informer le public que la maison des Haro à Cabazon, en Californie, à environ 25 minutes du magasin Big Five à Yucaipa, a été fouillée à plusieurs reprises. Les forces de l'ordre ont également fait venir des chiens renifleurs de cadavres, saisi le véhicule de Jake et ont aussi pris les téléphones portables de Jake et de Rebecca. La sœur de 2 ans d'Emmanuel a également été retirée du domicile et Rebecca ainsi que Jake ont chacun engagé un avocat distinct. Selon un journaliste qui affirme avoir des informations privilégiées, le couple avait des caméras de sécurité installées partout sur leur propriété. Mais lorsque la police est allée saisir ces enregistrements, tout avait mystérieusement été effacé. D'après l'avocat de Jake, les détectives ont montré à lui et à Rebecca des images de vidéosurveillance prises dans un magasin de spiritueux de l'autre côté de la rue. Il dit que cela montre quelqu'un tomber puis se relever, ce qui, selon lui, corrobore la version de Rebecca. Cependant, tomber puis simplement se relever n'était pas ce qu'elle avait affirmé. Il n'a été fait mention d'aucun autre adulte visible sur la vidéo, ni de quelqu'un l'attaquant. Plusieurs médias ont rapporté que le 19 août, la police a retrouvé des objets d'intérêt, notamment des vêtements de bébé, dans une benne à ordures située au bout de la rue de la maison des Haro. Cependant, à ce stade, il n'a pas encore été confirmé si ces vêtements appartiennent effectivement à Emmanuel ou non. Le même jour, le 19 août, un incendie s'est déclaré dans la rue où vit la famille Haro. La police a précisé que l'incendie, situé de l'autre côté de la rue, n'a aucun lien avec la disparition d'Emmanuel. Une autre information intéressante est que la première épouse de Jake, Isabelle Gonzalez, a récemment déposé une ordonnance restrictive pour violence domestique contre lui concernant elle-même et leur fils aîné. Le 22 août 2025, une semaine après la disparition d'Emmanuel, les autorités ont arrêté ses parents, Rebecca et Jake Haro, et ils ont été inculpés de meurtre. Dans une publication Instagram, les enquêteurs ont déclaré que de multiples interrogatoires, perquisitions, ainsi que des preuves numériques et électroniques les ont amenés à conclure qu'il n'y avait pas eu d'enlèvement. Au contraire, ils pensaient qu'Emmanuel avait été victime d'un traumatisme crânien prolongé et qu'il était décédé des suites de celui-ci. Les procureurs ont déclaré que le nourrisson avait probablement été tué entre le 5 août et le 14 août. Le 24 août, Jake quitterait la prison avec les enquêteurs dans le but de les conduire jusqu'au corps de son fils, mais leurs recherches resteraient vaines. Moins de 2 mois après son arrestation, le 16 octobre, Jake Haro a plaidé coupable du meurtre d'Emmanuel, ainsi que de mise en danger d'enfants et de fausses déclarations à la police. Le même jour, la plainte pour crime contre Jake et Rebecca a été modifiée afin d'ajouter des circonstances aggravantes. Apparemment, même si le corps du petit garçon n'a pas encore été retrouvé, les procureurs allèguent que son meurtre a été spécifiquement planifié et exécuté avec précision. Le 3 novembre 2025, Jake Haro, âgé de 32 ans, a été condamné à 31 ans de prison, dont 25 pour avoir tué son fils et 6 pour avoir blessé sa fille des années auparavant. Lors de sa condamnation, l'assistante du procureur a déclaré « Jake Haro a assassiné Emmanuel, âgé de 7 mois ». Mais en réalité, il se présente devant ce tribunal après avoir ôté la vie à 2 jeunes enfants. S'il existe des formes de mal plus basses dans ce monde, je n'en ai pas connaissance. Jake a pleuré pendant sa condamnation. La grand-mère d'Emmanuel, la mère de Rebecca, Marie, a également pris la parole lors de l'audience. Voici ce qu'elle avait à dire. Je voulais que Jake me fasse face, qu'il me regarde. Parce que je lui ai dit que je serais là pour son verdict avant même qu'il ne soit arrêté. Je lui ai parlé en tant qu'ami, il me disait tout. Parce qu'il ne m'a pas donné l'occasion de rencontrer mon petit-fils. Il a détruit toute ma famille. Il a marqué ses enfants à vie. Il les a emmenés à une église. Il a tué tous ses enfants.
Et en faisant cela, il a détruit ma famille. Mes enfants, tout le monde dans ma famille, tous mes enfants sont détruits à cause de ça. Il a changé ma fille. Nous ne savons plus qui elle est. Il ne m'a jamais donné la chance de voir mes petits-enfants. Il a éloigné ma fille de moi. Je ne sais pas ce qu'il a fait, ni comment il a changé la vie de ma fille. Mais elle n'a plus jamais été la même personne après être allée vivre avec lui. Je ne savais pas qu'elle était enceinte de Mackenzie. Je ne savais pas qu'elle était enceinte d'Emmanuel. Je n'ai jamais rencontré Emmanuel. Ma fille n'avait aucune chance avec lui. Tous ces enfants n'ont pas eu de seconde chance. Et je pense que le juge qui l'a laissé partir devrait être ici assis avec lui. Et il en va de même pour les services sociaux. Parce qu'ils auraient pu me dire « Non, frère Kwan ne nous permet pas de vous dire quoi que ce soit. » Eh bien, comment sommes-nous censés protéger nos enfants? Nous ne savons pas. Le tribunal sait ce qui se passe. Je ne savais pas. J'ai appelé les services sociaux. Je ne savais pas ce qu'il avait fait à ses autres enfants. Et là, il est assis, tu sais, comme si de rien n'était. Quelqu'un va lui donner une autre chance. Et je ne veux pas ça. Parce qu'il n'a pas donné de chance à ses enfants. Il n'a pas donné à ma fille la chance d'être heureuse, de s'occuper de ses enfants. D'accord? D'accord. Ma petite fille de 20 ans, ma petite fille de 18 ans sont perdues à cause de lui. Ma Mackenzie, c'est totalement changé. Un petit bébé devenu une fillette de 3 ans qui n'a rien. D'accord? Je suis très stressé, très en colère contre le système judiciaire d'avoir laissé ce type, de lui avoir donné une chance. Qui a donné une chance, une seconde chance à mes petits-enfants? Les services de protection de l'enfance ont vérifié. Pourquoi ne m'ont-ils pas prévenu? Regarde, c'est ce que ce type fait. Il s'en prend aux enfants, aux bébés, s'il peut le faire à un adulte. Il n'est pas assez homme pour s'en prendre à un homme, d'accord? Il a détruit tellement de vies, sa mère, son frère, tout le monde. D'accord? Personne ne veut être ici. Personne ne voulait venir et regarder ça. Mais je devais parler pour mon petit-fils et mes petits-enfants, et aussi pour mes enfants, parce qu'ils traversent tous les enfers de ce monde, d'accord? Puis, le 29 mai 2026, Rebecca a également plaidé coupable des accusations portées contre elle. Un crime grave, homicide involontaire et complicité après coup. Dans le cadre de l'accord, l'accusation de meurtre au second degré a été abandonnée et Rebecca a écopé de 12 ans et 8 mois de prison d'État. Lors de son audience, l'adjointe du procureur a déclaré « Rebecca va en prison parce qu'elle a échoué en tant que mère. Elle n'a peut-être pas posé la main sur Emmanuel, mais elle savait que Jake le faisait. Et elle avait la responsabilité d'intervenir. Et elle a choisi à plusieurs reprises de ne pas le faire. » Merci à tous ceux qui soutiennent A Wicked World. Maintenant, il y a encore plus de contenu de A Wicked World sur Patreon. Alors allez voir sur patreon.com/A Wicked World ou utilisez l'application Patreon. Vous accéderez chaque mois à des vidéos exclusives et plus encore. Tout soutien aide vraiment à s'assurer que les victimes ne soient jamais oubliées et à mettre en lumière les failles de la société associées à chaque affaire. Avez-vous une suggestion d'histoire que vous aimeriez me voir traiter? Si oui, envoyez-moi un email à awickedworldtruecrime@gmail.com.